suis Anne Norfort Santé. Bienvenue dans Parlons Psy, le podcast qui met des mots sur des mots. Nos formateurs, professionnels de la santé mentale et de la psychiatrie, nous partagent leur vécu de soignants. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Sultan, psychologue et formateur Infor Santé. Bonjour David Sultan. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle David Sultan, Bien effectivement. sûr. Je suis psychologue clinicien. On va dire que je suis un peu plus spécialisé dans les approches de groupe, c'est-à-dire les groupes thérapeutiques, les thérapies familiales, thérapie de couple, tous les soins où il y a plus d'une personne, on va dire. Donc ça, c'est un peu autour de, hum, de ce type de soins que je me suis formé. Ça fait plus de 20 à 25 ans que je suis psychologue. Et j'interviens dans plusieurs domaines, donc en CMP, en centre médico-psychologique, en hôpital de jour, en MEX aussi, maison d'enfants à caractère social. Et depuis quelque temps, j'ai développé mon activité d'analyse des pratiques et de formateur. Écoutez, très bien. On vous a fait en partie venir parce que nous enregistrons une série de podcasts dédiés en fait à la santé mentale des adolescents et des enfants. Donc c'est en partie votre spécialité. En tout cas, dans le cadre du CMP, effectivement, il m'est arrivé très souvent d'accueillir des jeunes qui avaient une problématique autour de l'addiction. Et puis, je suis intervenu aussi assez longtemps dans une clinique privée qui accueillait des personnes qui avaient des difficultés avec l'alcool aussi. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, le thème, ce sont les addictions chez les enfants et les adolescents. Donc, alors, vous nous avez expliqué votre parcours. Moi, j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que ce parcours, c'était une vocation? Comment vous y êtes arrivé? Comment vous en êtes venu là? Donc, comment j'en suis venu là? Alors, comment j'en suis venu à être psy ou alors à faire ce parcours après avoir été psy? Dites-moi tout. Alors, psychologue, c'était pas forcément une vocation pour moi, parce qu'avant d'être psychologue, j'étais comptable et après avoir été comptable, un métier dans lequel je trouvais pas forcément de sens par rapport à ma personnalité, j'ai été animateur en centre de loisirs et puis, le fait de travailler avec ces enfants, ça m'a amené à me poser des questions et j'habitais Malakoff et la fac de psycho était à Malakoff, donc je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas essayer?» et puis, on va dire, je suis un peu tombé dedans, à la base, c'était plus pour répondre à des questions que pour être psychologue. Puis je me suis pris au jeu et finalement, ces 5 années sont passées très rapidement. Ça m'a beaucoup intéressé, enfin, tout cet enseignement et puis, donc naturellement après, j'ai continué dans cette voie. Et vous avez continué à être animateur pendant ces 5 années d'études? Ouais. Ou vous avez mis ça oui. Non, non, j'ai continué à être, animateur, donc c'était vraiment un travail en alternance. C'était, assez dur à soutenir, hein, comme rythme. Je commençais très tôt et je finissais très tard pour pouvoir concilier les 2. Mais en même temps que ça se développait finalement, tout ce que, cet enseignement universitaire m'aidait à comprendre un peu mieux les enfants dont je m'occupais, en centre de loisirs et l'un nourrissait l'autre en fait. Et l'expérience avec les enfants m'aidait aussi à comprendre un peu mieux les théories qu'on enseignait à l'université. Je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est fait avec une certaine facilité, parce qu'il y avait de la théorie, il y avait de la pratique, enfin, c'était très vite concret pour moi. Et puis en plus, vu que j'avais fait d'autres études avant, que j'avais commencé à travailler, donc quand j'ai entamé mes études de psycho, j'avais déjà 23-24 ans, je crois. Donc j'avais quand même déjà une certaine maturité, qui fait que j'avais un peu de recul sur ce qu'on me disait. Et c'était une, comment dire? Une découverte? Vous aviez déjà, gardé des enfin, j'allais dire gardé des enfants, déjà eu des expériences, dans ce domaine-là? Ou c'était une pure découverte et vous vous êtes dit, «C'est ça que je veux faire», en fait? Non, c'était plutôt une facilité. Enfin, voilà, j'avais besoin de travailler, donc on il y avait, ils cherchaient des animateurs. Il ne fallait pas de diplôme, donc pour moi, c'était très bien.
et puis là encore, je me suis un peu pris au jeu. Enfin, j'ai vraiment c'est moi c'est là où j'ai découvert que, effectivement, travailler avec les enfants, c'était vraiment quelque chose qui me convenait. Et est-ce que vous pourriez, nous dire pourquoi? Alors, déjà j'adore la relation avec les enfants. Il y a une certaine, innocence, hein, qu'on retrouve pas toujours chez les adultes, et puis, ouais, il y a quelque chose de très vivant, de très dynamique, hein. Ils nous interpellent très souvent, et ça évite de s'endormir, en fait, hein. Ils sont tout là à nous éveiller, aussi bien en tant qu'animateur, mais c'est aussi pour ça qu'après j'ai perduré dans dans le travail de psychologue avec les enfants. Donc tout au long de vos études, vous vous êtes dit: «Je vais m'orienter, plutôt, Ah non, non, plutôt vers cette spécialité». pendant les études, je pensais pas, enfin vraiment c'était pour apprendre et pour, m'ouvrir à la connaissance, enfin du fonctionnement psychique. C'était ça qui m'intéressait. J'avais vraiment pas de, durant mes études, j'avais vraiment pas d'orientation, enfin de choix. Je savais même pas ce que j'allais en faire de ce diplôme, en fait, durant tout ce temps-là. Et à la fin de ce diplôme, vous vous êtes orienté naturellement, vers les CMP? Comment ça s'est Non, même passé? pas. C'est, chercher du travail, et la première classe qu'on m'a proposée, c'était en hôpital de jour pour enfants. Et donc un hôpital de jour, c'est un lieu qui accueille, des enfants, enfin en tout cas à l'époque, qui étaient atteints de troubles autistiques ou ce qu'on appelait des troubles psychotiques. Et moi, durant toute ma formation, je m'étais dit: «Surtout, je travaillerai jamais avec des autistes», et le premier poste qu'on m'a proposé, c'est ça. Donc je me suis dit: «Je vais quand même essayer». Ça a été un peu difficile au début, et finalement je suis resté 20 ans. Donc D'accord. il y a eu un accrochage. Comment ça s'est passé en fait, finalement ce 1er travail, cette, 1re immersion dans la psychiatrie en hôpital de jour? Alors, il y a eu, on va dire, 2 expériences, hein. Enfin, là, quand on parle de ce travail en hôpital de jour enfant, ça a été mon premier travail en tant que salarié. Mmh. Mais avant, durant ma formation, j'avais, fait un stage d'un an dans un hôpital de jour pour adultes à Sainte-Anne, et quand même les 2 expériences ont quand même ce site particulier que la confrontation avec la psychose, avec l'autisme, est quelque chose de très compliqué, qui, en tout cas, au début, moi, m'a pas mal secoué. Il m'a vraiment fallu du temps pour, pouvoir, trouver un équilibre, mais ça, c'est quelque chose auquel on n'est jamais formé. C'est-à-dire il y a tout un tas de théories, hein, dont on parle à l'université, voilà, qui permettent d'avoir quelques idées, mais quand on se confronte à un service, en psychiatrie, quand on se confronte à ces patients, ça peut être, assez choquant au début, en tout cas. Bah, justement, j'ai plusieurs questions là-dessus. Est-ce que vous avez déjà vu, des problématiques d'addiction à ce moment-là ou c'est après? Alors les problématiques d'addiction, elles intervenaient en plus de la, pathologie de ces patients, hein. C'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup, alors moins dans l'hôpital de jour enfant, mais beaucoup plus, dans l'hôpital de jour adulte, où, en plus de leur maladie psychique ou à côté, enfin ça dépend comment on entend les choses, beaucoup consommaient de la cocaïne ou, à l'époque, des ecstasy ou les drogues, enfin le hashish, la marijuana, et cetera. Et donc ils venaient pas spécialement pour ça, au début, mais on sentait que, ça avait aussi une relation très forte, avec leur fonctionnement psychopathologique. De toute manière, on va en reparler, tout à l'heure des addictions. Moi, j'aimerais vous poser la question, à ce moment-là, quand vous rencontrez, donc ces enfants, ces jeunes, vous m'avez dit que ça a été compliqué au début. Qu'est-ce qui vous a manqué dans votre formation, pendant ces 5 ans, qui vous aurait permis, en fait, d'affronter ça? Je pense qu'il y a, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que je trouve pas de réponse, en fait. Je pense qu'il y a pas grand-chose qui peut nous préparer à ça. C'est vraiment la relation directe où là, tout à coup, ça passe ou ça passe pas. Quand je disais que je suis resté 20 ans,
J'aurais pu, enfin, il y a des personnes qui font que des passages, qui restent une semaine, 2 semaines parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ça renvoie à des choses extrêmement violentes à l'intérieur de soi et puis finalement, soit ça prend une place, soit ça prend pas de place et puis on trouve un attachement avec, avec ses patients, avec ses enfants, ses ados et c'est un lien extrêmement fort qui se tisse au fur et à mesure. Mais vraiment d'expérience, c'est, soit ça passe, soit on fait très vite le constat que certains pourront pas continuer dans cette voie. Et au niveau de l'université, enfin, j'ai eu des enseignants qui vraiment étaient, des très bons enseignants qui savaient de quoi ils parlaient, donc ils nous avaient parlé de ces problématiques pendant enfin voilà, j'ai eu des nombreux cours, j'ai vu des films aussi, mais je vois pas ce qui aurait pu, vraiment, m'aider à affronter, vraiment ces difficultés. Ce premier stage, en psychiatrie adulte, il était tout aussi choquant et même si j'ai été confronté à à la maladie psychique chez l'adulte, c'est encore très différent chez l'enfant, en fait et même là, j'aurais pu croire que j'étais préparé parce que j'avais, travaillé avec, des adultes, mais ça m'a fait encore un autre choc, qui est encore une fois, il a fallu du temps avant que ça puisse, Redescendre. voilà, redescendre et pouvoir commencer à penser. Parce que c'est un peu ça, hein, la confrontation avec, voilà, les troubles autistiques ou, les troubles psychotiques, heu une des particularités, c'est que ça attaque les processus de pensée. On n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à être comme on est d'habitude. Tout de suite, on est pris dans des affects, dans des émotions, des choses qui nous déstabilisent et c'est des moments qu'il faut arriver à passer, à comprendre, à élaborer. Et en quoi, en fait, c'est différent entre, le monde adulte et le monde, de l'enfance? Alors je Quelles pense sont les grandes spécificités, finalement, de ces troubles chez les enfants et les jeunes? alors une des spécificités, mais qui est différente de ce que je viens de dire, enfin, c'est que chez les enfants, il y a une évolutivité qui est beaucoup plus importante. C'est vraiment, des enfants qui sont en mouvement et donc voilà, les troubles qui apparaissent, aujourd'hui, on sait qu'avec un certain type de travail, il va pouvoir y avoir une évolution. On le voit très concrètement. Avec les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont enfermés dans leur maladie depuis très longtemps et voilà, ils sont stabilisés. On peut les amener un petit peu à progresser ou en tout cas à éviter qu'ils, régressent trop. Mais, c'est pas, voilà, c'est pas la même dynamique. Mais en même temps que c'est plus vivant, c'en est d'autant plus mortifère du fait que c'est des enfants et que ça renvoie surtout quand on a travaillé en centre de loisirs ou centre de loisirs, c'est animateur, c'est donner de la vie, c'est vraiment, quelque chose d'un loisir, enfin de quelque chose de très plaisant. Là, on est dans le soin, c'est vraiment autre chose et on est dans un rapport différent je pense, en tout cas de par ma position, qu'il y a une proximité plus importante avec, les patients enfants qu'avec les adultes. Avec les enfants, avec les adultes aussi, mais on va plus travailler sur le corps, en fait. Donc ça implique une certaine proximité et quand ça se passe bien, bah, tant mieux, mais quand ça se passe mal et que ces enfants montrent et qu'ils expriment leur souffrance, c'est pas facile de pouvoir l'accueillir, en fait. Qu'est-ce qui vous fait tenir, en fait, quand c'est dur comme ça? Alors, bah, déjà, en principe, on travaille pas tout seul. Et ça, c'est vraiment un facteur important, extrêmement important. Bien sûr que le rapport à la maladie, le rapport au patient, il est compliqué. Mais il va être d'autant plus compliqué si l'équipe, elle est pas contenante, elle est pas soutenante. Plus l'équipe est contenante et soutenante et plus, finalement le travail avec le patient va être «facile» entre guillemets. Mais plus l'équipe est compliquée et là, tout devient très complexe, en fait. Donc ce qui est soutenant, c'est vraiment le fait qu'on travaille à plusieurs, qu'on pense à plusieurs, qu'on se soutient les uns les autres et que quand on est confronté à une difficulté, ben,
on échange avec nos collègues, qui ont certains plus d'expérience, d'autres moins, mais qui ont aussi une vision différente des choses et ça permet, vraiment de voilà, de prendre un peu de recul sur les situations. On n'est pas tout seul, on n'est pas enfermé, avec le patient. C'est l'institution en elle-même, a une dimension soignante à partir du moment où justement il y a cet, échange fluide qui est possible, entre nous. Ça veut pas dire que tout va, pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein. Ça nous amène aussi à conflictualiser, mais cette conflictualité, oui, elle est, porteuse et intéressante à partir du moment où elle vient pas attaquer nos liens. Donc on a le droit de pas être d'accord et d'avoir plusieurs visions sur, le même patient. C'est ça qui fait la Justement, dynamique. je voulais vous poser la question puisque vous êtes récemment, vous m'avez dit, formé en analyse des pratiques. Mmh. Est-ce que c'est dans cette continuité? Est-ce que c'est un outil, une vision des choses, qui vous a aidé vous et que vous voulez transmettre? Alors oui, enfin, en tout cas, moi, je sais que ça m'a aussi aidé en institution d'avoir ces analyses de pratique. Alors on parle aussi de supervision ou d'intervision, enfin, c'est tous ces espaces qui nous aident à penser. Comme on disait tout à l'heure, on est attaqué dans nos pensées, donc on a besoin à certains moments de se restaurer et ça, il faut de l'extériorité. Il y a des moments où on est avec les patients et puis il y a des moments où on n'est plus avec les patients et on peut penser les patients. Et une fois qu'on les a pensés, après quand on revient vers eux, ben, on les voit différemment et le fait de les voir différemment va faire que eux vont se montrer aussi différents. Oui, et d'ailleurs, pour tout vous dire, on a reçu une pédopsychiatre Mmh. qui nous a aussi parlé de ce comment dire? De cette importance du réseau Mmh. et de l'équipe en tant que soutien. Donc ça, c'est, ce qui vous aide à tenir quand c'est difficile au niveau professionnel. Est-ce que vous souhaitez nous partager, hem, des outils, que vous auriez, par exemple, développés vous-même, que vous n'avez pas pu, acquérir, par exemple, lors de votre formation initiale ou de formation continue et qui vous aident, en fait, tous les jours? Je sais pas, ça peut être, de la méditation, de la cohérence cardiaque ou toute autre chose. Alors, il y a des choses qui effectivement me sont personnelles, Que vous n'êtes pas obligé de nous dire, hein, je donc je préfère pas parler, mais dans un autre registre, un peu moins personnel, enfin, le fait de faire un travail, sur soi aide beaucoup, notamment, autour des patients qu'on peut rencontrer qui nous mettent des fois dans des positions complexes, qui viennent réveiller mmh. certaines choses, qu'on a enfuies plus ou moins. Donc ça, c'est aussi quelque chose c'est un outil, moi, que je trouve important. Donc à la fois un soutien de groupe, Ouais. de pairs et à la fois un soutien personnel, finalement, pour Oui, vous aider, vous en tant que personne et pas au sein d'un groupe. voilà et le fait que ça m'aide en tant que personne, ça m'aide ensuite à un niveau professionnel et bon, là, je parle de cette analyse que j'ai fait, mais j'ai fait aussi quand je me suis présenté, j'ai dit aussi que j'étais psychothérapeute de groupe, donc ça implique aussi de faire un travail personnel dans des groupes, qu'on appelle des groupes de formation, où là, on se met aussi en situation groupale. C'est comme ce qu'on dit finalement, dans l'avion, qu'il faut d'abord se mettre le masque à soi avant de le mettre à l'enfant si jamais il y a une dépressurisation et que le masque à oxygène. Oui, oui, j'avais pas Oui, c'est une, non, c'est ce mais qu'on dit assez souvent finalement et je me dis ouais, que c'est pas plus mal. oui, oui. Pour sauver quelqu'un, il faut d'abord, Moi, j'ai toujours commencer été par soi-même pour pouvoir l'aider. exactement. Moi, j'ai toujours été convaincu de ça. Ça veut dire, j'ai jamais proposé un soin à un patient si moi je l'avais pas essayé avant et c'est valable pour tous les soins que j'ai proposés, en fait. J'en ai toujours fait plus ou moins l'expérience. Il y a la partie soins, il y a aussi la partie formation puisque vous êtes formateur chez nous et que vous animez, hem, différents types de formations, de l'analyse des pratiques, de la supervision, jusqu'à d'autres formations concernant les jeunes et les enfants. Comment ça vous est venu, cette volonté de transmettre par la formation? En fait, alors là, c'est peut-être aussi un peu personnel, mais j'ai jamais voulu quoi que ce soit dans ce travail. Toutes les portes se sont toujours ouvertes. Quel chanceux. Ouais, oui. Alors ça n'a pas été le cas, toujours dans ma vie, mais dans le milieu psy, toutes les portes se sont toujours ouvertes et là, j'ai jamais, cherché à faire de la formation,
Mais comme à l'époque j'étais, déjà je me spécialisais autour de, l'utilisation des contes dans une dimension thérapeutique. On m'a demandé si, je voulais présenter un peu mon travail dans un cadre de formation. Alors c'était une formation assez courte de 2 jours et bah, je me suis dit: «Pourquoi pas?» et bah, ça a plutôt bien marché. Enfin, j'ai senti qu'il y avait, une véritable écoute, enfin que ça intéressait, heu, le public auquel je m'adressais et puis ça s'est après fait comme ça, automatiquement. On m'a demandé, d'intervenir une deuxième fois, une troisième fois et puis après sur des sujets différents. Et puis ça a pris cette place, presque naturellement. Je voulais vous poser aussi la question au niveau des addictions, puisque c'est le sujet de l'épisode. De toute manière, on va revenir à vous juste après. Mmh. J'ai un certain nombre de questions à vous poser sur vous, sur votre pratique, sur certains exemples. On avait envie de parler de l'addiction chez les jeunes. Mmh. Donc, vous me parliez tout à l'heure de votre pratique, que vous avez commencé à voir apparaître les addictions à un jeune âge. Comment ça se passe dans votre métier de tous les jours? Donc, enfin moi ce qui m'interpelle vraiment ces dernières années, c'est qu'il y a eu vraiment, enfin, une évolution, en tout cas beaucoup de changements autour de des addictions chez le jeune et particulièrement donc chez l'adolescent et ce qui, moi, me frappe ou vraiment m'interpelle, c'est ces addictions aux écrans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout, à plein de niveaux différents. On en parle chez les ados, on peut en parler aussi chez les enfants et aussi chez les adultes, hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait, il y a un avant et il y a un après. Et Que vous pouvez dater? bah, je pense que c'est, avec l'arrivée, des, smartphones, Forcément, j'ai envie de dire voilà. et Plus. et après ça s'est, encore plus cristallisé avec le covid. C'est Au en fait, niveau de la je l'avais noté en question parce que c'est pas que j'avais envie d'orienter, mais je m'étais posé la question si en effet, depuis la période du Covid, les habitudes des jeunes avaient changé en termes d'addiction avec et sans substance. Est-ce que vous avez aussi envie de nous parler des addictions avec substance? Ou c'est pour vous, c'est dans une moindre mesure? Hem, Alors disons que je sais même pas, comment ça s façon on en est arrivé là. Peut-être que l'un a pris la place de l'autre, mais finalement dans le cadre du CMP, je rencontre très peu, de jeunes qui ont ou en tout cas qui viennent pour des addictions par rapport à des substances. En tout cas depuis, ces addictions aux écrans parce que avant c'était plutôt, voilà, il y avait je recevais des jeunes qui avaient des addictions, autour de, des fois de la cocaïne ou, qui avaient, des consommations de, drogue, parce qu'on peut parler de drogue douce, enfin de hashish, de manière, voilà, assez soutenue et que ça venait un petit peu les handicaper dans leur fonctionnement de tous les jours. est-ce que l'alcool, ça rentrait aussi, Alors en ça ligne de rentrait, compte? oui, mais finalement j'en ai assez peu rencontré. C'est une population que j'ai plus ren enfin, c'est un trouble que j'ai plus rencontré, chez les adultes que chez les enfants ou chez les ados. Alors ça veut pas dire que ça existe pas, mais dans mon parcours et là où je suis intervenu, c'était pas quelque chose de très récurrent. Par contre, ce qui m'a quand même interpellé par rapport à ces addictions, c'est quand même beaucoup de jeunes que j'ai eus, et notamment en psychiatrie adulte, qui arrivaient, pour des décompensations suite à des consommations toxiques. Ça veut dire que c'était pas forcément une addiction, mais le simple fait qu'ils en aient, consommé, ça les faisait, décompenser ou ça les amenait à bon, il devait sûrement y avoir un état de fragilité chez eux, mais ça faisait apparaître des troubles plus importants, plus graves en tout cas. D'accord, donc il y a quand même, enfin, il y avait quand même la consommation de substances fait partie aussi, dans une moindre mesure de votre travail de tous les jours. Mais ce que vous remarquez quand même, c'est cette consommation excessive d'écran avec une augmentation depuis 2020 Oui. finalement. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a pas de consommation, ça veut dire que ces jeunes consomment, mais en tout cas, je les vois très peu, en CMP ou en tout cas même s'ils viennent, ils viennent pas forcément pour ça. Est-ce que, à part le fait que maintenant tout le monde a accès finalement à un smartphone, Mmh. une tablette, un ordinateur,
Est-ce que vous voyez d'autres raisons à ça? À cette, consommation excessive? Je pense qu'on est dans une société qui va de plus en plus vite, qu'on est dans une société de plus en plus individualiste et que chacun se referme sur lui-même Mmh. et ces smartphones, enfin, en tout cas, ça dépend comment on l'utilise aussi, hein. Il y a plusieurs utilisations. Ces appareils permettent, de faire enfin, de croire qu'on peut faire absolument tout, hein. C'est-à-dire qu'il y a des contenus pornographiques, hein, qui des fois où certains ados ont une consommation importante. Il y a les réseaux sociaux, hein, qui leur permettent d'être dans une qualité de lien assez virtuelle les uns avec les autres. Ça il y a les jeux, en réseau, les jeux vidéo, enfin, tout ça fait que l'écran peut servir à beaucoup de choses, hein. C'est une véritable boîte de Pandore et donc on y trouve tout, hein, pratiquement dedans, le pire comme le meilleur et qu'il y a vraiment quelque chose qui attire, les ados, mais encore une fois, pas que, les parents aussi et d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis moi en entretien, c'est d'ailleurs une des premières questions que je pose, hein. C'est-à-dire que quand la famille arrive avec le jeune et qui, commence à parler de leur trou, la première chose que je dis, c'est: «Quel est le temps?» que je demande, c'est: «Quel est le temps de consommation d'écran à la maison?» Et là, j'ai souvent la même réponse, en fait. J'ai des parents qui me disent: «Ah bah, je sais pas quoi faire, il passe des heures sur le téléphone, j'arrive pas à le faire arrêter» et là, je pose la deuxième question qui est non, le ta ques et je répète ma question, en fait et je dis: «Non, je parle du temps de consommation d'écran pour l'ensemble de la maison, c'est-à-dire vous compris» et là, en général, il y a un grand silence et les parents me répètent toujours la même chose: «Ah, c'est vrai que moi aussi, je passe beaucoup de temps derrière un écran». Donc c'est quelque chose qui atteint la sphère familiale. Mmh. Alors sans vouloir faire culpabiliser tout le monde, bah, s pendant qu'on est derrière les écrans, nous en tant que parents, bah, les enfants sont aussi un petit peu lâchés à eux-mêmes et par imitation, s'ils voient leurs parents, regarder les écrans, bah, eux aussi ils vont aussi s'enfermer dedans. C'est un peu rapide ce que je vais dire aussi, mais si certains parents, à un certain moment et je me mets aussi dedans, hein, on posait un peu nos écrans et qu'on allait, faire un foot, un jeu, ou une sortie avec ses enfants, à certains moments, enfin, ils adhèrent, hein. C'est parce que justement, ils sont confrontés au vide. On est dans une société où on supporte de moins en moins de vide, qu'on cherche à remplir à tout prix, hein et qu'on remplit le vide par du virtuel, par des écrans. Et qui aussi ont contribué à nous empêcher, d'être en relation avec les uns avec les autres. Enfin, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui tourne un peu en rond. À la fois, on pense qu'on crée du lien et à la fois, on est de plus en plus seul. Exactement. Et c'est vraiment enfin, tous ces réseaux-là, ces relations virtuelles, ça vient bien montrer, cette problématique, je trouve. Et quels conseils vous donneriez aux parents hors, vous-même, raisonner votre consommation d'écran? Mmh. Par rapport à cette problématique, il faut être des fois un peu extrême. Il faut un peu secouer les parents, hein, et leur dire qu'il y a un véritable danger, en fait, pour eux, pour, leurs enfants, enfin, pour les futurs petits-enfants, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Quand vous commencez à regarder, partout dans la rue, dans le métro, enfin, on donne des écrans à des enfants de plus en plus jeunes, hein et on voit des enfants qui grandissent comme ça à l'âge de 1 an, 2 ans, attirés par toutes ces images qui bougent, par le fait que leurs parents sont aussi derrière les écrans, donc eux aussi font pareil. Donc ça rentre, de plus en plus dans des habitudes. Quelque chose comme ça qui se transmet et que moi je trouve inquiétant. Alors, je viens aussi d'une génération où on n'a pas connu ça, enfin c'est venu plus tard. Donc on a connu, le monde sans écran, enfin en tout cas sans portable et cetera et puis, le monde, avec et puis moi j'ai bien vu qu'il y avait quand même une grande différence, hein, que bon, faut pas tout mettre sur le dos des téléphones et d'ailleurs, le problème, c'est pas le téléphone, c'est la manière dont on s'en sert. Hein et c'est à ça que j'essaye, un peu d'éveiller les parents. Comme toute technologie, finalement. Alors sûrement comme toute technologie, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est ce qu'on disait aussi de la télé, avant. Sauf que j'ai l'impression que cette technologie, elle est beaucoup plus forte en fait que, ce qu'on a connu avant. Il y a quelque chose de beaucoup plus rapide en fait, hein et c'est pour ça que quand on parle d'addiction,
c'est venu au aussi rapidement, hein. Moi, je l'ai pas vu arriver, enfin, j'étais encore sur, toutes ces consommations toxiques et puis c'est venu vraiment progressivement et on voit bien que derrière beaucoup de pathologies, qu'est-ce qui se cache? C'est alors ce qui se cache derrière ou qui est plus ou moins en lien, c'est cette consommation d'écran. Quand on parle de phobies scolaires qui sont en train de se développer, actuellement, bah, les jeunes, ils sortent plus de chez eux, ils vont plus à l'école, enfin en tout cas pour un bon nombre et ils passent leur temps derrière les écrans, en tout cas derrière les jeux vidéo. Alors, est-ce qu'ils veulent pas sortir parce qu'ils jouent? Ou est-ce que, justement, le fait de ne pas vouloir aller à l'école ou de pas vouloir sortir fait que ça les enferme derrière les écrans? Je sais pas. En tout cas, il y a toujours des écrans qui sont là quelque part, quoi. Merci le premier smartphone. Merci Steve Jobs. Bon, il est décédé malheureusement. Si vous aviez quelque chose à lui dire, qu'est-ce que ça serait? Si vous voulez, on pourra la couper, au montage. Ouais, parce que sinon je vais être mal poli, donc Ah! non, Non, pas de gros mots. Ici, on c'est une maison sérieuse. Non, vous non. pouvez dire ce que vous voulez, Après c'est voilà, important je pour pense vous. que c'est pas, encore une fois, enfin, le problème, il est pas tellement dans le produit, mais comment on s'en sert, hein? Elle est là la difficulté parce que bah, là, on parle, nos téléphones sont éteints, on s'en sert pas. Vous voyez? À un moment, faut pouvoir couper et puis, rentrer dans autre chose. C'est pas le téléphone qui vient avec ses petites pattes, qui nous demande qu'on se sert de lui. Peut-être bientôt. Peut-être, Une des nouvelles évolutions de l'iPhone, on n'est pas sponsorisé par, Apple, je préfère le dire. Si vous voulez, on peut, mais ça sera, dans un deuxième temps. Je suis tout à fait, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est des choix à faire aussi en tant qu'adulte, c'est ça qui est un petit peu ouais. compliqué. Et par rapport à cette question, enfin, j'ai l'impression que quand même, les pouvoirs publics font aussi un effort, de ce côté-là en ce moment, hein. Enfin, il y a de plus en plus de prévention. Là, il y a une loi qui est en train de sortir, là, c'est pour, autour des adolescents et des réseaux sociaux. En psychiatrie, on connaît enfin, en pédopsychiatrie, on connaît les dangers, donc on alerte, on fait encore de la prévention, on fait des conférences, hein. C'est quelque chose, Mmh. voilà, duquel on a conscience et on peut pas dire qu'il y a rien qui se passe. Il y a quand même un mouvement, ces dernières années qui vient un petit peu, accompagner toutes ces difficultés. Sans vouloir être fataliste, est-ce que, on n'aurait pas dû s'y prendre bien avant? J'avais entendu dire aussi qu'au niveau de la pornographie, finalement, de la consommation de la pornographie, il aurait peut-être fallu interdire certains sites dès le début, plutôt que maintenant où il y a eu en effet, des nouvelles, directives finalement où il faut mettre, un identifiant, montrer une pièce d'identité et moi j'avais entendu aussi dire que ça aurait été bien de le faire, dès le début. Quel est votre avis, dessus? J'ai envie de dire sûrement, hein, qu'il aurait fallu le faire, plus tôt. Maintenant, encore une fois, enfin, je vais pas, tout mettre sur le dos des parents, mais, c'est aussi, aux parents de contrôler cette consommation d'écran. Alors bien sûr qu'on ne peut pas être toujours derrière l'enfant, mais, il y a quand même une éducation. Enfin, tous les jeunes, tous les enfants ne vont pas sur ces sites-là, hein. C'est aussi parce qu'à certains moments, ouais, il y a quelque chose qui a peut-être lâché dans le système, éducatif. Je connais pas mal de familles qui, donnent pas, enfin où ils ont les enfants n'ont pas d'écran ou alors ils ont un téléphone portable. Mais en tout cas, par exemple, enfin, c'est nous qui mettons cet objet dans les mains de nos enfants. C'est important de le rappeler, hein, de le mettre et aussi de l'enlever. La dernière fois, je parlais avec une famille, une mère qui me disait que, bah, tous les soirs à 8h, 8h30, elle prend le téléphone de sa fille. Enfin, en tout cas, sa fille vient et lui donne le téléphone. Et là que la consommation, s'arrête à ce moment-là. Donc il y a quelque chose qui est possible, en fait. Et parce que, c'est un mode, relationnel, un mode éducatif qui s'est construit avec le temps. C'est un exemple comme un autre, mais, maintenant vous enlevez le téléphone à un enfant de 3 ans, il vous fait une crise, quoi. Ah oui, mais est-ce que vous avez, commencé à voir depuis,
l'émergence des intelligences artificielles, une sorte d'addiction? Alors je sais pas si on peut parler d'addiction. Moi, ce qui m'inquiète, autour de l'IA mais aussi, hein, Google, et cetera, c'est que finalement ça vient diminuer, enlever, retirer ce qui du temps de penser. C'est-à-dire que lorsqu'on se posait ou lorsqu'on se pose une question ou qu'on se posait une question, il fallait chercher la réponse et ça nécessitait une certaine temporalité et cette temporalité, elle permettait justement déjà un 1er travail, hein, bah, si on prend la question de la pornographie, c'est alors on sort un peu de l'IA, mais voilà, comment on fait enfin, c'est quoi un rapport sexuel? C'est les questions qu'on se pose à l'adolescence, donc on va se questionner. Le fait de se questionner, c'est déjà un début d'élaboration, un début de processus de pensée et puis on va aller chercher les informations. Alors au début, c'était dans des revues, après c'est, on Dans va le chercher catalogue La Redoute? dans le catalogue La Redoute, dans les relations plus intimes qu'on peut avoir où petit à petit, on va découvrir les choses. Là, en un clic, vous avez, ce qu'il y a de pire ou en tout cas, vous avez, la confrontation directe avec des rapports sexuels et ça, le psychisme n'est pas toujours prêt à pouvoir l'accepter, hein. Tout de suite, question-réponse. Il y a plus de pensée, il y a plus encore une fois, d'élaboration. Ce qui vient expliquer certains passages à l'acte chez les jeunes. C'est-à-dire que pour eux, la sexualité, c'est ce qu'ils voient sur leurs écrans. Donc c'est ce qu'ils vont essayer de reproduire. Vous voyez? Ce Donc que très brutal. ce que j'ai toujours appris, parce que j'ai une mère, institutrice, c'était que la frustration était pédagogique Exactement. et qu'elle voulait absolument que je m'ennuie pour développer ma créativité Et bah, et je me suis beaucoup ennuyée mmh. et c'est vrai que malheureusement quand on n'a plus enfin ce rapport à la frustration, hem, je peux concevoir, que le passage à l'acte finalement soit beaucoup plus facile. Ouais. C'est ce qui est le propre du passage à l'acte, c'est que justement, il y a pas d'élaboration. On passe par l'acte. Donc si on passe par l'acte, il y a pas de pensée et c'est justement cette défaillance de la pensée qui fait qu'on va passer à l'acte, hein et c'est très juste. C'est, la frustration, le vide, c'est ce qui va permettre d'accéder à de la créativité et moins il y a de vide et moins on est créatif finalement. Donc c'est très juste et là, quand on reprend voilà, on est revenu aux écrans, mais par rapport à l'IA, c'est pareil. Ça veut dire c'est une économie de pensée. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler aussi, ça on l'entend de plus en plus, du rôle du psychologue qui est mis de côté et remplacé petit à petit par l'IA? Mmh. Que finalement c'est hem, un rapport un peu plus direct avec un téléphone, qu'on peut avoir certaines questions, mais de ce fait, en fait, il peut y avoir certaines dérives et comment vous vous positionnez face à ça? Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste et puis, vraiment, comme vous avez pu voir, je suis très critique envers toutes ces technologies, donc j'ai pas essayé, je sais pas à quoi ça ressemble. En tout cas, pour moi, je pense que l'IA remplacera jamais la relation thérapeutique de personne à personne. Enfin, moi, j'ai du mal à le penser. Enfin, moi, dans mon travail, heu, je prends le patient dans sa singularité, avec, comme il est, comme il se présente devant moi. Donc c'est un travail autour du regard, un travail autour de la sensation, de la posture. Enfin, je vais autour de la même question, je vais donner des réponses différentes en fonction de qui j'ai en face de moi, de là où il en est. Et je ne suis pas convaincu que l'IA elle soit capable de faire ça. Mais en tout cas, j'espère pas parce que ça deviendrait Drama extrêmement inquiétant quoi et Oui, dramatique. et justement, c'est aussi, faire de la prévention pour éviter ça, Mmh. et c'est pour ça aussi que j'en parle, parce que c'est un sujet qui revient de plus en plus, puisque ce sont des réponses aussi faciles, puisqu'elles sont Oui, accessibles avec un clic. oui, oui. Donc voilà, je voulais savoir, comment vous vous positionnez face à ça? Vous nous avez pas parlé de la posture. Moi, j'aimerais qu'on revienne dessus. Est-ce que vous avez une éthique personnelle? Laquelle est-elle? Comment vous envisagez, en fait, la posture thérapeutique? Est-ce que vous avez envie de nous parler de ça? Alors je pense que c'est un vaste sujet. Je sais pas Oui. préparer, la question. Ce qui me vient comme ça, autour de cette posture thérapeutique, c'est qu'elle est extrêmement différente en fait,
en fonction des lieux dans lesquels on intervient, de la population avec lequel, on intervient, heu ce qui fait qu'on va prendre des postures différentes. Il y a des patients avec lesquels on peut avoir une certaine proximité, d'autres, il faut mieux avoir une certaine distance. Là, par exemple, je vous ai parlé de ma pratique des groupes, bah, c'est pas du tout la même posture dans un groupe que ça peut être dans un soin individuel. Donc on va s'adapter à chaque fois, en fonction de la population. Il y a des, heu, il y a des moments où on va amener, quelque chose de soi, là, comme par exemple, je vous parle des médiations par le conte. Bah, ça va nécessiter de raconter une histoire à des enfants. Donc quelque part de montrer une partie de soi, de révéler quelque chose de soi. Là, cette neutralité bienveillante dont on parle, elle va prendre une forme différente selon si je suis dans une posture d'animateur de groupe où je vais raconter une histoire ou si je suis dans un entretien, clinique, dans un CMP avec un enfant ou un ado ou un adulte dans où je vais devoir avoir une certaine distance. Hein, et peut-être moins montrer quelque chose de moi. Alors là, à niveau éthique, c'est peut-être aussi quelque chose auquel moi je me tiens et qui s'inscrit aussi dans le courant psychanalytique. C'est-à-dire que dans un entretien, je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour accueillir, la parole, les angoisses, ce que le patient va pouvoir amener. Donc ça, c'est une posture aussi un petit peu de retrait. Et c'est quelque chose que vous avez développé au fur et à mesure? C'était évident au début ou ça se travaille, notamment avec ce dont on a parlé tout à l'heure, la psychanalyse d'un côté et le groupe de l'autre? Alors moi je le situerais peut-être un peu différemment. Alors oui, ça se travaille, hein, et surtout, moi par rapport à mon expérience, j'étais animateur en centre de loisirs, donc on a une certaine proximité avec les enfants. On est vraiment dans le jeu, on se montre comme on est en fait, hein. Et là, tout à coup, la relation thérapeutique, ça implique un autre positionnement. Et c'est d'ailleurs ça qui a été assez compliqué en hôpital de jour, enfin en hôpital de jour pour enfants. Moi, j'avais pas cette vision-là, je voulais pas travailler en hôpital de jour. Je me représentais, un peu, vraiment l'image de Freud, dans son cabinet, avec, le patient à 2 ou 3 mètres et assis, à écouter et à pas dire grand-chose. Et quand vous arrivez en hôpital de jour, bah, les enfants, ils vous rentrent dedans directement, hein. Ils vous laissent pas comme ça, prendre, cette posture un petit peu de retrait. Ils viennent vous chercher, en fait, Oui, il reste pas sur psychiquement. un canapé, hein, Et ils restent pas assis sur un hôpital canapé, de jour ou pas hôpital de jour bien sûr, d'ailleurs. ou dans d'autres lieux, comme ça, hein, et ils viennent vous chercher, psychiquement et physiquement. Donc bah, c'est une autre posture qu'il faut arriver à trouver, en fait. Et ça se fait aussi par l'expérience et puis après chacun a sa manière d'aborder, cette distance, en fait, de porter cette distance par rapport à